Et la question, en tout cas le sujet plus précisément, on l'aborde sur comment vaincre les lobbies de la corrida. Donc pour ça, on a 3 intervenantes et intervenants qui sont là aujourd'hui pour discuter de ce sujet-là. On a d'abord Sophie Maffre-Bauger, qui est la présidente de l'association bitéroise Colback, présidente depuis 2019, et une asso qui vient de fêter ses 30 ans récemment. Donc félicitations à vous pour ces 30 ans de lutte. On a également Cyril Vaucel, qui est président d'Alliance Éthique. Donc ça, c'est une association antispéciste généraliste, mais aussi chargé de mission pour Crack Europe, qui est une association qui, elle, lutte spécifiquement contre la corrida, et ce, depuis 1991, si j'ai les bonnes sources. Et puis on a notre fondateur et président de la REV, et député aussi de Paris depuis 1 an, donc Aymeric Caron, qui a évidemment porté le sujet de la corrida à l'Assemblée nationale. On va en reparler dans l'heure qui vient. Déjà, j'aimerais commencer par... n'hésitez pas si au niveau des présentations j'ai raté des petits éléments, mais peut-être déjà commencer d'un point de vue associatif sur les dernières victoires que vous avez pu avoir, en tout cas les dernières luttes au sujet de la corrida. Et je vous laisse la main. Merci. Alors, de quoi on peut commencer par parler? On va peut-être commencer à parler pour une victoire qui est super importante symboliquement. C'est la ville de Pérols, qui résume assez bien la situation, parce que c'est une ville qui est dans un département taurin, mais qui n'avait pas organisé de corrida ou de tauromachie espagnole depuis 20 ans. Donc notre association est allée au tribunal administratif pour demander à la justice de se positionner justement sur la légitimité ou pas de faire une corrida dans une ville où il n'y en a pas eu depuis 20 ans. Et effectivement, le tribunal a décidé qu'il semblerait qu'il y ait un problème législatif sur ce cas particulier d'interruption de 20 ans. Il a donc suspendu l'organisation d'une corrida cet été. C'était prévu le 15 juillet dernier. Et voilà, donc le tribunal nous a donné raison provisoirement, il faut le savoir. Ils ont maintenant 1 an pour décider sur le fond, mais c'est déjà une belle victoire. Ça veut dire que les tribunaux s'interrogent aujourd'hui sur ce qu'est la poursuite, sur ce qu'est la tradition, ce qui justifie cette dérogation au code pénal. Mes collègues à côté auront sûrement l'occasion de reparler que c'est une infraction au code pénal. Et donc voilà, c'était super important. Avant ça aussi, on avait eu Palavas-les-Flots quelques années avant, où grâce à un lobbying militant local, beaucoup de manifestations de notre part, d'autres militants sautaient aussi dans les arènes à l'époque. Il y avait d'autres militants qui faisaient des choses un peu plus underground en arrachant les affiches ou en taguant Corrida Basta sur toutes les affiches de la ville qui montraient les corridas. Le maire en a eu marre, il n'était pas particulièrement aficionado, ça lui coûtait cher. Ça lui coûtait 80 000 € par an pour organiser 2 corridas. Et il a dit, allez, c'est bon, pour l'image de ma ville, c'est pas très bon tout ça. Et puis il a décidé de la retirer. Voilà pour les 2 dernières petites victoires, on va dire symboliques, en tout cas dans l'Hérault de notre part. Symbolique, c'est quand même une grande victoire Pérols, parce que c'est vraiment une victoire contre, justement, on va parler du lobby de la tauromachie qui voulait étendre finalement la corrida. Et donc là, c'est vraiment un signal qui est très très fort qui est envoyé, en ce sens qu'on ne peut pas étendre la corrida tellement elle est cruelle. Donc cette victoire, elle était vraiment importante. Enfin, l'enjeu était très 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 important pour eux, si évidemment, et s'ils pouvaient, après 20 ans d'interruption, organiser à nouveau une corrida, c'était gravissime pour nous, c'était gravissime pour la lutte. Mais voilà, du fait que les associations ont gagné et qu'il y a eu ce jugement, ça c'est une grande victoire. C'est hautement symbolique, je dirais quand même. Merci beaucoup. Donc déjà pour ce premier point, on va enchaîner toujours sur la question un peu des luttes passées. Et je vais plutôt te poser la question à toi, Aymeric, de peut-être nous rappeler, en tout cas rappeler à l'audience ce qui s'est passé le 24 novembre et cette proposition de loi que tu as pu amener au débat à l'Assemblée nationale. Donc je te laisse aussi un peu en parler. Merci Victor. Oui, donc, j'ai déposé une proposition de loi pour abolir la corrida à la fin de l'été dernier, il y a 1 an à peu près. C'était pas la première, hein. Il y en avait déjà eu souvent des propositions de loi, mais qui n'avaient jamais évolué. En réalité, elles étaient déposées puis il ne se passait rien. La difficulté qu'on a lorsqu'on est à l'Assemblée, c'est de faire en sorte que le débat sur la corrida puisse être porté dans l'hémicycle. C'est-à-dire que la question puisse être débattue entre députés et qu'ensuite il puisse y avoir un vote. Et c'est là qu'on a un énorme déficit démocratique dans ce pays, c'est que il est impossible, ou quasi impossible, on va y arriver, mais en tout cas jusqu'à présent il a été impossible de simplement faire débattre et voter les députés sur ce sujet. Et c'est
c'est à nouveau l'aventure que j'ai expérimentée moi-même, avec tout de même une nuance par rapport aux propositions de loi précédentes. C'est que cette proposition de loi pour abolir la corrida, elle a été portée par le groupe auquel j'appartiens à l'Assemblée, puisque, on a parlé un petit peu ce matin, la REV s'est associée à la France Insoumise. Ce sont deux partis bien distincts. Là aussi, je profite de l'occasion pour bien le rappeler. La REV n'est pas intégrée dans les instances de la France Insoumise, qui a sa propre direction, à laquelle la REV ne participe pas. C'est deux partis différents. Simplement, nous collaborons, nous avons une alliance privilégiée qui s'inscrivait dans le cadre de ce que la REV, ce que l'AFI avait lancé et qu'elle avait appelé l'Union populaire, c'est-à-dire l'AFI plus des partenaires, des partis, des personnalités, et ainsi de suite. Voilà. Donc, tout ça pour dire que donc, à l'Assemblée nationale, je siège au sein du groupe de la France Insoumise. Et ça permet beaucoup de choses, parce que quand on est dans un groupe, eh bien, on a beaucoup de possibilités d'expression dans l'hémicycle. Et donc, par exemple, les groupes à l'Assemblée ont la possibilité chaque année de proposer, mais c'est une fois dans l'année, ça dure une journée, de proposer des textes qui leur sont propres. J'essaie que ce micro... Oui, parce que là, il faisait un truc bizarre. Et parce qu'en réalité, vous savez, quand on est élu de l'opposition, on n'a quasiment pas d'occasion de voter sur des propositions qu'on ferait nous. On vote sur la proposition des autres, et en l'occurrence, quasiment tout le temps de la majorité. Mais il y a une journée pour chaque groupe parlementaire à l'Assemblée qui leur permet de proposer des lois, de les discuter, de les débattre et de les voter. Cette journée, ça s'appelle la niche parlementaire. Cette journée présente tout de même un énorme défaut, c'est que ça commence à 9h et ça se termine à minuit. Ce qui fait que le temps est extrêmement court pour débattre des textes. Et qu'on ne peut donc présenter que des textes eux-mêmes extrêmement synthétiques, très peu complexes, avec des questions qu'on peut résoudre par oui ou par non, bien souvent. Bref. Et généralement, un groupe va essayer de présenter en tout cas 2-3 textes dans la journée. Et la nouveauté, ça a été que, pour la première fois, un groupe parlementaire a déposé une proposition de loi pour abolir la corrida à l'ordre du jour de sa niche parlementaire. Donc la France Insoumise a accepté de le mettre dans son sommaire, on pourrait appeler ça comme ça. Ça n'a pas suffi toutefois à ce que l'examen ait lieu, parce que ce qui s'est passé, et qui avait été annoncé par les adversaires des anti-corrida, donc par les pro-corrida, ils nous avaient annoncé dès l'été dernier, Emmanuel Ménard notamment, à Béziers, où j'étais il y a 15 jours, avait annoncé que, compte tenu du fait qu'on a un temps d'examen extrêmement court pour étudier le texte, puisque je vous rappelle, à minuit c'est terminé, eh bien, elle allait faire ce qui est habituel dans ce genre de situation lorsque on ne souhaite pas qu'une loi passe, elle allait faire de l'obstruction parlementaire. Donc c'est ce qu'elle a fait avec un certain nombre d'autres collègues aficionados ou pro-corrida ou soumis au lobby. Ça consiste à déposer des amendements qui n'ont aucun sens. Un amendement, c'est, comment pourrait-on dire, c'est une sous-partie au texte qui est une précision sur la loi qu'on présente. Je vous donne un exemple. Moi, je présente une proposition de loi en 2 articles, extrêmement courts, les 2 articles, qui dit simplement, je ne sais plus exactement comment c'était formulé, mais en gros, c'est modifier la formulation de la loi qui, en fait, qui prévoyait une exception à la loi commune. Donc, c'est quelques lignes, simplement. Pour dire, en fait, en gros, on dit, voilà, on enlève à la loi ce qui autorise aujourd'hui, ce qui permet certaines municipalités à faire la corrida. Donc, c'est très simple. Et là, quelqu'un va poser un amendement pour dire, très bien, mais uniquement lorsque la température extérieure est supérieure à 32 degrés. L'autre va arriver derrière. Oui, la même chose, mais uniquement quand la température extérieure est supérieure à 33 degrés. Oui, mais uniquement si la vitesse du vent est inférieure à 50 km/h. Non, si la vitesse du vent est inférieure à 45... Vous voyez, c'est des choses qui n'ont absolument aucun sens. Par contre, ce qui se passe, c'est que quand on a un amendement comme ça, dans l'hémicycle, la personne qui a déposé l'amendement va prendre 2 minutes pour le présenter,
Bonjour, alors oui, je considère qu'en effet, si le vent est supérieur à 50 km/h, ça peut présenter d'énormes contrariétés pour le taureau, etc. Il va raconter n'importe quoi, mais n'importe quoi, en sachant qu'il raconte n'importe quoi, mais ça va occuper le temps pendant 2 minutes. Et puis après, d'autres groupes vont demander à pouvoir argumenter sur cet amendement. En effet, l'amendement de mon collègue est intéressant, parce que c'est vrai que la question du vent n'a pas été prise en compte jusqu'à présent dans l'organisation des corridas. Et les mecs vont passer comme ça 20 minutes à raconter n'importe quoi, mais pendant ce temps-là, l'horloge, elle tourne. Donc on a eu comme ça des centaines et des centaines d'amendements farfelus qui n'avaient absolument pas pour but de trancher la question, d'aborder cette question avec courage, mais simplement de faire en sorte qu'on ne puisse pas voter avant l'heure. Et par exemple, j'en citais un ou deux autres, il y a eu des amendements de réécriture du titre de la loi pour se moquer de la loi elle-même. Je me demande s'il n'y avait pas un titre sur appeler ça une loi pour faire plaisir aux mangeurs de graines, par exemple, un truc comme ça. Il y a eu un amendement, c'était faire une piqûre antidouleur au taureau avant de l'emmener dans l'arène. Emmanuel Ménard, c'était faire de Paris la capitale. Quelque chose de complètement aberrant. Ce sont vraiment des amendements complètement loufoques, ridicules. Et moi, qui ne suis pas du tout du milieu de la politique, j'ai même été surprise que ça puisse exister. Je l'ai découvert, oui, mais c'est. Et les gens ont effectivement pas forcément compris ce qui s'est passé ce jour-là, parce que qu'est-ce qui se passe ? La corrida était placée en 2e ou 3e position, 2e position, des textes que nous proposions à l'Assemblée ce jour-là. L'examen du premier texte est terminé à 16h à peu près, 16h, 16h30. La corrida n'avait pas été placée en premier, mais en 2e ce matin-là. Et donc, nous avions jusqu'à minuit, de 16h30 jusqu'à minuit. Et quand on a vu qu'il y avait encore tous ces... sur les amendements, il en restait 450, je crois, à ce moment-là. À un moment, il y en a eu 800, puis certains sont supprimés, parfois ils les suppriment, mais bon... On a regardé et on a fait le compte. On a dit, mais jamais, on n'arrivera à faire un vote sur ce texte avant minuit. C'est pas possible. C'est humainement impossible. Il nous faudrait 2 jours déjà pour étudier tous leurs amendements. Et donc, le groupe auquel j'appartiens a fait le choix d'enlever le texte de sa niche pour essayer de donner sa chance à un autre texte qui attendait derrière. En disant, de toute façon, celui-là, c'est mort. Ils vont tout nous pourrir. On essaye sur un autre texte qui a peut-être ses chances. Ça n'a pas malheureusement été plus fructueux parce qu'ils ont fait aussi de l'obstruction sur le texte suivant. Parce qu'il y a beaucoup de manières de ralentir un débat à l'Assemblée. Donc voilà comment cet épisode s'est terminé, avec à la fois beaucoup d'espoir suscité pendant quelques semaines, parce que les Français ont beaucoup suivi la question de la niche parlementaire et de la place de la corrida dedans. Les Français ont espéré qu'on puisse voter, parce que finalement, ce qu'on demande, c'est que les députés se prononcent. Bien sûr, nous, on a l'espoir que le vote soit positif pour nous, mais au moins qu'ils se prononcent. Je rappelle juste, mais Sophie le dira à nouveau, la corrida, les sondages nous disent que 8 à 9 Français sur 10 ne veulent plus de la corrida. Donc la moindre chose, ce serait que nous, les députés, qui sommes là quand même pour porter la volonté populaire, pour être les porte-parole de la volonté populaire, c'est la démocratie représentative. Hein. Ce n'est pas un député qui impose aux Français comment ça va se passer dans leur vie, en principe. En principe, nous sommes là parce que nous devons porter un certain nombre d'idées qui ont été validées par les électeurs. Donc là, typiquement, les Français ne veulent plus de la corrida, nous, on devrait changer la loi. Je rappelle juste, effectivement, petit détail, la corrida est déjà interdite sur l'ensemble du territoire. Il y a simplement un article dans la loi de 1951 qui fait qu'il y a une exception qui est accordée aux localités qui peuvent démontrer qu'il y a une tradition locale et ininterrompue de la corrida dans cet endroit pour permettre ce qui est absolument interdit partout ailleurs en France, ce qui est là encore une aberration démocratique et législative, puisque la corrida est interdite en France au nom des mauvais traitements et des sévices infligés aux animaux qui sont interdits dans ce pays, qui peuvent vous coûter 5 ans de prison et je ne sais plus à combien on est, 75 000 € d'amende, je crois, aujourd'hui. Quand il y a la mort de l'animal, ce qui est le cas d'une corrida. Donc, c'est un truc qui est complètement dingue en réalité. De savoir qu'ici, par exemple, on est aujourd'hui, on ne peut pas organiser de corrida. Si quelqu'un prenait un taureau dans le champ, se mettait à tourner autour avec une cape, une épée, et à lui planter des poignards dans la chair, et bien sûr qu'il en mourrait, vraiment, il se retrouve dans un tribunal et il risque donc 50 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais en revanche, on va dans des villes où on dit non, ici pas de problème, vu que c'est quand même la tradition du coin. Mais la corrida est le seul sujet dans ce pays qui s'exonère de la loi commune.
C'est pour ça que j'ai coutume de dire la corrida est un séparatisme. Il faut savoir quand même qu'on a un gouvernement qui ne cesse de nous rabâcher, qui se bat contre les séparatismes. Mais quand on leur en donne un exemple concret, là, il n'y a plus personne. L'extrême droite, même chose. Ah, séparatisme, on ne supporte pas. C'est quoi un séparatisme? C'est tout à coup quand on veut justement s'exonérer de la loi commune au nom de croyances qui nous sont propres. On dit, ben non, moi j'ai ma culture, j'ai mes croyances, moi la loi républicaine ne me convient pas tout à fait, donc je fais à ma sauce. Ok, c'est un séparatisme. Ben, la corrida, c'est exactement ça. Ce sont des gens qui nous expliquent que nous, les opposants à la corrida, on ne comprend rien. On ne comprend rien à leur culture, on ne comprend rien au rapport très spécial, très particulier qu'ils ont au taureau, que c'est une spiritualité particulière. Et là, on entre dans un domaine, justement, qui est l'ordre du religieux. La foi, la croyance, la cérémonie. Ils organisent des cérémonies avec le taureau. Je fais, ok, c'est votre religion. Oui, oui, c'est une forme de... Très bien. Donc, au nom de votre religion, qui est votre religion de l'exploitation et du massacre du taureau, vous l'appelez comme vous voulez, au nom de votre religion, vous voudriez que la loi ne s'applique pas chez vous. Donc, c'est déjà incroyable que la France tolère ça. Parce qu'on ne se bat pas pour l'abolition de la corrida en France. Il faudrait le reformuler. Elle est déjà abolie. Elle est interdite. Il faudrait le reformuler. D'ailleurs, je pense que c'est une piste de réflexion parce que... Il faut toujours évoluer dans une manière de... Il faudrait rebâtir un peu notre combat. Il faut trouver la bonne formule. On se bat pour, soit contre le séparatisme de la corrida, soit pour faire en sorte que la loi française soit enfin en cohérence avec elle-même. Ou qu'on en finisse avec les exceptions qui permettent la corrida. Ou avec ceux qui s'affranchissent de la loi. Enfin, il faut trouver une solution pour bien expliquer. Ce sont des gens qui ne sont pas dans le cadre normal. Bref, tout ça pour dire que je ne sais plus où j'en étais. On arrive au moment de la niche. On ne peut pas présenter le texte pour les raisons que je vous ai dites. Et donc, évidemment, il y a une grosse déception parce que c'est absolument pas normal, pour les raisons que je vous ai dites, que l'Assemblée ne puisse pas abolir, mais au moins déjà voter. Je termine là-dessus, Victor, juste pour faire le point là-dessus. Je n'ai pas abandonné, bien sûr, ce combat à l'Assemblée. On en est où aujourd'hui ? Je vais demander à la France Insoumise de bien vouloir remettre le texte dans sa prochaine niche, qui est encore en novembre, je crois, cette année. Mais cette fois-ci, en le plaçant en première position, dès 9h du matin, de manière à pouvoir faire face à l'obstruction parlementaire, de faire une campagne avant, peut-être aussi politique et médiatique, pour dire aux collègues quand même de ne pas aller trop loin dans l'indécence et d'essayer de permettre que le débat et le vote aient lieu. Donc en les mettant face à leur responsabilité morale et en leur disant d'arrêter de se jouer ce jeu-là, ça c'est une des options. Et l'autre option à laquelle je travaille, c'est de faire ce qu'on appelle une proposition de loi transpartisane. Transpartisane, ça veut dire que, alors que jusqu'à présent c'était seule la France Insoumise qui avait présenté ce texte, et la rêve évidemment, et bien là, on propose à des députés de tous les groupes de l'Assemblée nationale de co-signer la proposition de loi. Il suffit qu'il y ait quelques députés par groupe. Et une fois qu'on a les signatures de quelques députés, pas forcément de tous les groupes, mais au moins d'une grande partie de ces groupes, eh bien, on peut dire à l'Assemblée nationale, OK, on a des espaces qui sont prévus pour ça, pour les textes qu'on appelle transpartisans, eh bien voilà, vous voyez, tous les groupes souhaitent qu'on ait ce débat, présentez-le dans l'hémicycle et qu'on puisse voter. Donc c'est à ça que je suis attelé aujourd'hui, avec des difficultés que j'évoque tout de suite, qui sont, une fois de plus, liées à la lâcheté des politiques, puisqu'il y a dans tous les groupes des gens qui soutiennent cette loi d'abolition, mais qui parfois viennent en disant « écoute, je suis tout à fait d'accord, je suis prêt à signer », puis qui viennent me voir une semaine après en disant « écoute, je retire ma signature, c'est compliqué, tu comprends, mon groupe pense que, mon groupe dit que ». C'est-à-dire qu'on a des gens qui... parfois même qui me soutenaient depuis le début, qui m'avaient dit si un jour tu fais une transpartisane, t'inquiète, on sera là. Et puis tout à coup me disent un an après, non, finalement, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, mais pourquoi ? Mais tu comprends, mon groupe a fait ça pour moi, je leur dois ça. Donc on est sur du calcul politicien, politicard, des trucs, des gestions de carrière, et ainsi de suite, qui font que c'est très, très, très compliqué. Mais honnêtement, le fait que l'Assemblée nationale, aujourd'hui, au moment où on se parle, n'ait pas été en mesure jusqu'à présent d'abolir la corrida, et donc de mettre la loi, une fois de plus, en conformité avec ce que souhaitent les Français, est une honte absolue. Et ça en dit long sur l'énorme déficit de démocratie qui touche nos institutions aujourd'hui.
Donc merci, là on a pu voir un petit peu justement l'intérieur de l'Assemblée, comment ça s'était passé. Tu as soulevé plusieurs points qui sont intéressants, notamment le fait que les Français sont contre, on est face à un acte de cruauté qui est normalement illégal, et la première proposition de loi de Souvenir, elle date même de 2004, elle n'avait jamais été débattue, mais du coup on est sur un combat ancien, vos assos aussi datent de 30 ans maintenant. La question c'est forcément comment ils se défendent en face, comment fonctionne ce lobby, et peut-être déjà vous demander localement comment vous le vivez, donc comment voilà, ils sont construits, comment ils sont fondés et comment ils se défendent de leur côté, pour essayer de mieux appréhender aussi ce sujet-là. Je voudrais juste, avant de répondre, reprendre un point qui est très très important qu'a soulevé Aymeric, c'est que la corrida c'est véritablement un délit. C'est pas la corrida qui est interdite dans le nord de la France et qui est autorisée chez nous, c'est pas ça. La corrida elle est interdite partout, c'est un délit de cruauté dans tout l'Hexagone. Ce qui se passe, c'est que dans les régions qui peuvent se prévaloir d'une tradition, eh bien, il y a une exception aux sanctions qui sont appliquées à ce délit. Donc, on ne sanctionne pas ce délit, mais ça n'enlève pas le caractère de délit. Donc, ce qu'on demande, ce que Aymeric demande, c'est juste, finalement, qu'on en finisse avec cette injustice et cette iniquité de la loi, qui fait que le même acte de cruauté est sanctionné dans le nord de la France, et puis chez nous, il n'est pas sanctionné, alors que la sensibilité de l'animal ne varie pas avec la zone géographique. Donc c'est complètement aberrant. Mais ce que je voulais dire, c'est que la majorité des députés sont à peu près d'accord avec ça. Enfin, il ne faut pas être... ils sont quand même... ce sont des personnes qui sont intelligentes et qui arrivent intellectuellement à comprendre ça. On mesure là toute la puissance du lobby de la tauromachie qui, justement... ne peut pas débattre là-dessus parce que c'est une évidence que ça devrait être sanctionné partout sur tout l'Hexagone. Donc comme ils n'ont pas d'arguments véritablement probants, en fait ils refusent le débat, et c'est pour ça qu'il y a eu des amendements d'obstruction. C'était pour refuser le débat tout simplement parce qu'ils savent très bien que nous avons raison. C'est une évidence que la corrida est un spectacle cruel, c'est la loi qui le dit. Refuser le vote parce qu'ils avaient peur de perdre. Oui, refuser le vote, refuser le débat. Quand Emmanuel Ménard, un mois à l'avance, au micro, publiquement, moi j'étais là, je l'ai entendu, annonce que pour empêcher que cette loi passe, elle va porter des amendements d'obstruction. Ça prouve quand même le niveau de malhonnêteté et l'intellectuel et le fait qu'ils avaient peur de cette loi parce qu'ils savent très bien que, la majorité des Français sont pour cette loi et deuxièmement, parce que c'est une évidence. Voilà, donc on va en reparler du lobby, mais on a vraiment un problème parce qu'on a les arguments pour nous. Voilà, c'est un spectacle de maltraitance animale, donc c'est de la maltraitance animale qui est érigée en spectacle pour un divertissement. Donc véritablement, on a un gros problème et on n'arrive pas à abolir cette corrida. Donc ça montre toute la puissance du lobby. Ça montre que ce lobby est un milieu très minoritaire, mais qui a réussi, donc, dans les villes taurines, à mettre toutes les municipalités à leur service. Mais c'est un gros réseau aussi, qui est très organisé et qui est infiltré partout. Dans le milieu privé, dans les entreprises, dans les institutions publiques, dans le milieu scolaire, dans les hôpitaux. Ils distribuent des places. Il y a des corridas caritatives dans les écoles, également dans les pouvoirs publics, les élus locaux, les préfets. À Béziers, c'est la bourgeoisie un petit peu c'est le milieu taurin, c'est un milieu très bourgeois. Ce sont les grandes familles. On a par exemple le président du MEDEF de l'Hérault qui est un taurin. Récemment, il y a eu une réunion du MEDEF de l'Hérault qui s'est fait au Campo, chez un éleveur de taureaux de combat. Donc on voit vraiment que le lobby de la tauromachie a infiltré énormément de milieux. Que les politiques locaux, les élus locaux ne sont pas assez courageux pour s'opposer, donc ils se dérobent, alors qu'ils reconnaissent, on a par exemple M. Ménard qui reconnaît qu'il n'aime pas la corrida. Il reconnaît que c'est cruel. Je ne sais même pas si c'est vrai. Mais Patrick Vignal, par exemple, notre député, moi je l'ai eu en débat, il m'a dit mais moi je n'aime pas la corrida. Donc on a des élus du Sud, qui sont du Sud, qui disent que c'est une tradition de chez nous, mais qui n'aiment pas ça, mais qui la défendent. Donc en fait, les élus locaux défendent des intérêts financiers, des intérêts idéologiques privés. Et c'est, voilà, en retour, qu'est-ce qu'ils ont ? On n'en sait rien, sûrement des facilités, enfin l'assurance de leur réélection ou autre, mais ce sont vraiment des politiques qui bloquent. Et c'est ce qui pose problème, quoi. Si je peux me permettre, juste je rebondis sur ce que tu dis, Sophie. Quand on a des gens comme Patrick Vignal, qui est un député, aujourd'hui Renaissance, ancien socialiste, qui a été l'un des plus actifs pour défendre le lobby de la corrida à l'Assemblée,
et qui a même manifesté avec des gens du Rassemblement national, etc. Pour de la fameuse digue, hein, RN Renaissance, je n'ai pas beaucoup vu sur la corrida. Ou alors Ménard, donc ce sont des gens qui nous disent en effet, donc sont très très actifs pour combattre les associations anti-corrida ou les propositions de loi comme la mienne. Et donc l'argumentaire c'est de dire non mais vous savez moi j'aime pas la corrida, c'est méchant, c'est cruel. Mais je n'empêche pas ceux qui l'aiment bien de la pratiquer ou d'y assister. Et je ne suis même pas sûr que comme c'est des gens qui n'ont aucune sincérité, vous reprenez le parcours des uns et des autres, vous allez trouver les incohérences, les reniements, les alliances qui changent. Ménard, c'est magnifique de ce côté-là. Ah, si, sa constance, c'est d'être d'extrême droite, de l'avoir caché un moment, et puis un moment d'avoir fait son coming out d'extrême droite, mais par contre, au niveau des alliances et tout, bon. Mais je les soupçonne en réalité de nous dire ça pour essayer encore de ratisser le plus large possible. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment être aussi actif à défendre les lobbies quand vraiment soi-même, intérieurement, ils nous dégoûtent. Non, moi je pense qu'ils essayent de ménager les uns et les autres. Dire, bah oui, ceux qui sont pro-corrida, leur dire, voyez, je suis avec vous, et les anti, de leur dire, bah, je vous comprends aussi. Enfin bon, bref. Tout ça, c'est de la petite politique. Je voulais revenir juste sur cette notion de courage. Le courage. Donc Robert Ménard, qui nous insulte très régulièrement, maire de Béziers, hein, donc l'un aussi des artisans de la défense de la tauromachie en France, qui a fait une vidéo dans laquelle il nous a accusé, moi en particulier, de ne pas avoir de courage par rapport à la corrida. J'ai pas de courage parce que... Alors c'est drôle, j'ai pas de courage parce que j'ai retiré le texte, et j'ai pas de courage parce que j'ai pris un train. T'as pas vu ça? Il a fait une vidéo parce que je suis allé à une manifestation anti-corrida à Béziers, donc avec Sophie, il y a 15 jours. Et puis, c'est vrai que je suis parti avant la fin de la manifestation parce que j'avais un train. J'avais calculé, il fallait que je sois à Paris avant minuit. Et donc, il y avait un train qui partait en toute fin de journée. Et du coup, j'ai pas fait les derniers mètres avec vous. Et donc, la perversité de Ménard, c'est qu'il fait une vidéo dans laquelle je dis « Et je sais qu'Aymeric Caron a pris un train à 18h. » Donc, j'ai même pas... Alors qu'il n'est pas venu. Donc parce qu'on est espionné. Il a pris un train à 18h. Car, oui, avec le drone, je ne sais pas, parce qu'il y avait un drone qui nous surveillait, car il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout de la manifestation. Voilà. De la même manière qu'il n'a pas eu le courage d'affronter le vote des députés, et il a retiré son texte. Mais moi, je lui dis à Ménard, le manque de courage, eh bien c'est chez lui qui se trouve ce manque de courage. Ceux qui manquent de courage, ce sont tous les aficionados aujourd'hui. Je ne vous parle même pas, on va pouvoir reparler du courage, de ce qui se passe dans l'arène. Il est où le courage? Est-ce qu'il est chez le taureau? Non, mais je vous parle là simplement dans le combat pour abolir la corrida. Moi, je dis aux aficionados, si vous avez du courage, laissez les députés voter. Je veux qu'on vote pour l'abolition ou contre l'abolition. Je veux qu'on vote sur le sujet de la corrida dans l'hémicycle. Si vous avez du courage, vous les aficionados, laissez-nous, nous les députés, faire ce vote. Pourquoi vous faites de l'obstruction pour nous empêcher de voter? Si vous faites de l'obstruction avec tous vos amendements complètement farfelus, c'est parce que vous avez peur du verdict de l'Assemblée. Parce que vous savez qu'en réalité, la majorité des Français sont opposés à la corrida. Et vous savez que la majorité des députés, aujourd'hui, en France, sont opposés à la corrida. Et vous avez la trouille, vous flippez. Vous êtes des peureux parce que vous savez que si on se prononce sur ce sujet, vous serez mis en minorité et que la corrida sera abolie dans ce pays. Donc je dis aujourd'hui aux aficionados, ayez du courage, laissez-nous voter. Et surtout, s'ils étaient un petit peu plus courageux, ils abandonneraient cet argument que Robert Ménard nous sort à toutes les sauces, c'est-à-dire, si vous n'aimez pas la corrida, n'y allez pas, personne ne vous oblige à y aller. Même pas l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que c'est un problème de souffrance animale et qu'on y soit ou qu'on n'y soit pas, évidemment que ça ne change rien. Donc quand on a un Robert Ménard qui nous sort ça, c'est vraiment qu'il n'y a pas d'autre argument pour défendre la corrida. Quand il nous dit si vous n'aimez pas, n'y allez pas. Enfin, c'est vraiment, vraiment un manque de courage, mais ça, nous, on le sait très bien dans le... Oui, il y a de la stupidité, mais il y a aussi il y a un manque de courage, effectivement, parce que Robert Ménard n'ose pas s'opposer. Il y a énormément d'entreprises, de privés, de sponsors qui n'osent pas s'opposer au lobby de la tauromachie. Et ça, c'est un vrai problème. Pardon, je monopolise un peu la parole. Non, mais tu as raison de souligner ça, parce que si Ménard
est un homme cohérent avec lui-même et qu'il dit « je n'aime pas la corrida car elle est cruelle », comment se fait-il qu'il n'ose pas exprimer son point de vue face aux aficionados en leur disant bon, « on va l'interdire puisque je n'aime pas ces cruelles ». C'est parce que là encore, c'est lui qui manque de courage, qu'il a peur de ce qui pourrait lui arriver électoralement notamment, si jamais il exprimait trop fort son opinion réelle. Donc là encore, le manque de courage est dans son camp. Mais surtout que la population est avec nous. Le milieu taurin lui-même a commandé un sondage, et ce sondage, bon, on peut discuter des chiffres parce que le protocole n'a pas été exactement ce qu'il est, mais enfin même leur sondage montre qu'à Béziers, par exemple, il y a une majorité qui refuse la mise à mort dans les corridas. Donc quand on refuse la mise à mort dans les corridas, c'est qu'en réalité on refuse la tauromachie espagnole, puisque la mise à mort est le principe même de la tauromachie espagnole. Donc même à Béziers, une majorité de Biterrois sont opposés, ou du moins s'en fichent, mais voudraient la fin, et donc Robert Ménard devrait avoir le courage, et devrait entendre aussi cette population-là. Or non, il n'écoute vraiment une petite minorité. Donc c'est un gros problème, et c'est vraiment un manque de courage, ça c'est certain. Et en ce qui concerne le courage, donc il y a sûrement aussi du coup de la peur de leur côté. Tu parlais des liens financiers qui pouvaient exister. Il y a aussi malheureusement dans ta ville une manifestation qui a été, c'était en février dernier de souvenir, sous le nom de la ruralité, avec notamment beaucoup de personnes diverses et notamment un groupuscule d'extrême droite. Est-ce qu'il y a aussi potentiellement localement la peur justement de l'ensemble de ces individus qui défendent la corrida ? Oui, c'est bon. Donc effectivement à Montpellier on a eu un cas particulier, une très grosse mobilisation de personnes de tous bords pour défendre, ça a été initié par les aficionados de corrida, mais évidemment ils n'ont pas voulu se retrouver à un faible nombre, donc ils ont inclus à l'intérieur ce qu'ils appellent la ruralité, le mouvement de la ruralité. Donc ils ont inclus les courses camarguaises, ils ont inclus les chasseurs, ils ont inclus les gens qui aimaient simplement la Camargue, les flamants roses. Ils ont dit venez à Montpellier, on va faire tous ensemble contre, en gros c'est tous ensemble contre les animalistes. C'est la pensée animaliste qui leur fait peur, qui pensent que du jour au lendemain tout va disparaître pour pire, alors qu'au contraire non, si les choses qui disparaissent c'est pour être mieux après. Et ça, il y a cet énorme amalgame qu'on a dans le sud. On le retrouve aussi, c'est le même mécanisme qu'il y a aussi chez les chasseurs, c'est l'appel à la ruralité. Alors que dans les ruraux, la majorité des gens sont anti-chasse. Dans le sud de la France, c'est pareil, la majorité des gens sont aussi anti-corrida. Et ils en appellent c'est la communication, c'est la propagande. Hein, donc ils font croire, et c'est comme ça que leur lobby marche, autant de continuer à marcher. Moment déplaisant, et c'est une des forces du milieu taurin, c'est qu'ils ont réussi, ils manipulent l'opinion en fait, parce qu'en fait ils ont associé esprit du Sud et corrida. Ils se sont appropriés le terme esprit du Sud, un petit peu comme tu le disais, les chasseurs se sont appropriés le terme de ruralité, et donc ils assimilent la corrida et l'esprit du Sud, et ils essayent de faire croire que les gens du Sud seraient fondamentalement attachés à la corrida, ce qui est complètement faux. Et ils le font croire non seulement à l'opinion publique, mais aussi aux politiques, ce qui fait que après, quand il y a une loi, les députés, ils se disent, d'abord, ils se disent, la corrida, c'est localisé à quelques départements, donc je vais peut-être pas me mêler de ce qui me regarde pas, ou alors, si c'est l'identité d'une région, je vais pas aller contre ça. Donc, il y a cette peur des députés d'aller contre les gens du Sud, alors que c'est une manipulation du lobby de la tauromachie qui essaye de dire que les gens du Sud sont pour la corrida, ce qui est complètement faux. On le voit récemment, il y a eu une feria à Béziers. Bon, les ferias attirent énormément de monde, mais en réalité, les gens qui viennent à la feria, ils ne vont pas aux corridas. Enfin, il y en a très peu, c'est de l'ordre de 3% cette année encore. Donc, il faut vraiment lutter, et je pense que ça, c'est un travail qu'on a à faire, lutter contre certaines idées reçues. La première, c'est que tous les gens du Sud seraient fondamentalement attachés à la corrida. C'est complètement faux. Deuxième idée reçue, c'est que si on interdit la corrida, c'est l'économie des régions du Sud qui va s'écrouler. Ça aussi, c'est faux. Il faut différencier les corridas et les ferias. Oui, les ferias, ça rapporte de l'argent et ça fait vivre les régions, etc. Ça, oui, mais les ferias peuvent exister sans corrida. L'inverse n'est pas vrai, mais les ferias peuvent exister sans corrida. Et après, il y a une autre idée reçue aussi qu'il faut combattre, c'est de dire que la corrida va s'éteindre d'elle-même. Alors, c'est vrai. C'est juste, elle va finir par s'éteindre d'elle-même, mais c'est, à mon sens, un petit peu vicieux de laisser croire ça, parce que finalement, y a beaucoup de députés, ceux qui manquent de courage, qui se disent « Bon, c'est vrai, c'est moche, c'est cruel, mais ma foi,
ça va se terminer tout seul, donc on ne va pas aller se mettre à dos un lobby, on ne va pas aller se créer des problèmes et prendre position sur une question polémique, puisque finalement, elle va s'éteindre tout seul. Et malheureusement, on le voit, ils arrivent à compenser la désaffection du public, parce qu'ils arrivent à trouver des financements. Il y a des subventions publiques, il y en a peut-être un petit peu moins, mais ils arrivent à trouver de l'argent de différentes manières. Il y a des mécènes, il y a de l'argent privé. Il y a des aides indirectes. Et donc, même le Covid, on pensait que ça allait les mettre très en difficulté. Et en fait, on voit qu'ils arrivent à se relever. Donc, ils se défendent. Et donc, il faut arrêter de croire que ça va se terminer tout seul. C'est le sens de l'histoire, oui, mais il faut quand même que les politiques se saisissent de la question. Et il faut vraiment travailler très dur. Et je pense aussi qu'il faudrait que la corrida, finalement, ça devienne un petit peu une cause nationale. C'est-à-dire que là, actuellement, on considère que c'est l'affaire des régions du Sud, alors que ça devrait être une cause nationale. C'est-à-dire que tous les députés, finalement, prennent position là-dessus en se disant que c'est la France toute entière qui est concernée. Parce que c'est pas parce qu'il y a des corridas que dans les villes du Sud, c'est toute la France en fait qui porte cette image c'est toute la France qui est sous-évoluée au niveau de la condition animale à cause de cette corrida, puisqu'il faut quand même voir que c'est un spectacle de la maltraitance animale. On n'est pas dans une pratique, on est dans une pratique cruelle, mais qui est érigée en spectacle. C'est le summum, c'est le comble. Donc c'est un problème national et il faut aussi convaincre, c'est notre travail, d'aller vers les députés du Nord, de toutes les régions, en leur disant non, c'est pas que le problème des députés du Sud, c'est votre problème, c'est celui de la France, quoi. Et ça aussi, c'est une idée reçue à combattre, je pense, si on veut vaincre le lobby de la tauromachie. Oui, alors tu parlais que c'était l'intérêt ça devait concerner tous les Français. Alors, il faut savoir que la corrida est quand même largement subventionnée dans toutes les villes qui en proposent. Donc ça veut dire que même si vous habitez le nord de la France, indirectement, vous financez les corridas, donc ça concerne vraiment tout le monde. Et j'ai même envie de dire, même au niveau européen aussi, donc même les Allemands, même les Italiens financent la corrida en France parce qu'il y a des aides de la PAC, c'est la politique agricole commune. Les éleveurs de taureaux de corrida se sont déclarés en élevage de bétail. Donc ils reçoivent des subventions, donc ils ne reçoivent pas des subventions directement pour proposer des taureaux à la corrida, mais leur élevage de taureaux de corrida sont subventionnés par l'Europe aussi. Donc en fait c'est même plus qu'un problème français, c'est même un problème aussi européen. C'est sûr que tu as raison de soulever ça. C'est le problème de ces subventions de la PAC, c'est énorme parce qu'effectivement, il faut savoir que sur 100 taureaux dits de combat qui naissent, il n'y en a que 5 qui iront dans l'arène. Tout le reste, c'est pour la boucherie. Donc, à partir du moment où ils produisent aussi de la viande, ils touchent ces subventions. Et ces subventions, c'est ce qui leur permet de résister parce qu'en réalité, d'ailleurs, ça, ils le disent eux-mêmes, il y a environ 50 élevages de taureaux de corrida en France et tous, sans exception, il n'y en a aucun qui ne vit que de ça. Ils le disent eux-mêmes, ça n'est pas du tout rentable. Tous, soit ils produisent de la viande, de la charcuterie, ou ils font des chambres d'hôtes, ou ils font de l'équitation. Ils vivent tous d'autres choses. Il faut le savoir. Et c'est d'ailleurs aussi, quand ils nous disent si on arrête la corrida, il va y avoir tout un écosystème qui va s'effondrer, c'est faux. Ils ont tous déjà d'autres métiers et ils peuvent rebondir. Voilà. Et même si on veut aller plus loin encore, il faut savoir que sur la majorité des taureaux qui sont combattus dans les arènes françaises, ce sont des taureaux qui viennent d'Espagne, ce ne sont pas des taureaux qui sont élevés en France. De même les toreros aussi, les matadors. La majorité des toreros qui officient, qui pratiquent la corrida en France, ce sont des toreros étrangers. Donc là aussi, il faut lutter contre cette idée que la fin de la corrida, ça mettrait en danger toute une économie. C'est faux, archi faux, mais ça, c'est toute la puissance du lobby qui a réussi à manipuler l'opinion, à convaincre les politiques, et voilà, il faut lutter contre ça aussi. Tu as soulevé déjà beaucoup de points sur comment un peu débloquer la situation, aussi parler de ton côté, Cyril, de la PAC. Est-ce que vous voyez d'autres leviers qui sont activés dans le futur pour un peu débloquer cette situation
lâcheté, on l'a dit, de ces élus, notamment nationaux, mais même élus locaux qui sont, on a certes parlé d'un certain bord politique, mais localement, c'est vraiment tous les partis, et tu l'as vu aussi nationalement. Donc est-ce que vous voyez aussi d'autres éléments sur comment débloquer cette situation de ce côté-là et comment contrer le discours dont tu parlais au niveau du l'argent, les subventions, hein, je ne sais pas si on peut légiférer à ce niveau-là, si on pourrait interdire, c'est une idée du crack, les subventions, arrêter les subventions publiques. Déjà, alors ils arriveront à trouver de l'argent autrement, comme je disais. Je vais prendre un exemple de Béziers, par exemple. Béziers, l'entreprise privée qui organise des corridas, puisque c'est pas la municipalité de Béziers qui organise des corridas, c'est une entreprise privée, une société privée, pardon. Et bien maintenant, ils organisent aussi des concerts dans les arènes. Donc cet été, on a eu Florent Pagny qui est venu chanter, on a eu Orelsan, on a vu Kev Adams, et ce sont des concerts qui étaient organisés par le milieu de la tauromachie, par la société qui organise des corridas. Donc évidemment, ce sont des bénéfices qui vont aller dans les caisses du milieu taurin, dans les caisses d'entreprise. Donc vous voyez comment ils arrivent à faire de l'argent, même avec la désaffection du public et même avec la diminution des subventions. Donc ils arrivent à trouver de l'argent. Mais déjà quand même, si on leur sucrait les subventions publiques, il y a des subventions locales, il y a des subventions au club taurin au niveau de la région, hein. Carole Delga, l'Occitanie, a financé, a subventionné les corridas de Bougeant. Voilà, donc il y a pas mal de subventions publiques. Il faudrait quand même ça aussi faire quelque chose à ce niveau-là, parce que c'est quand même un délit de cruauté, et que de l'argent public aille à de la souffrance animale comme ça, c'est proprement scandaleux, dans la mesure où en plus une majorité de gens sont opposés, ou du moins sont opposés aux corridas. Donc ça, c'est un gros problème, l'argent public aussi. Et pour compléter un tout petit peu, donc il y a deux sortes de financement pour les corridas, les subventions privées et les subventions publiques. Donc si les subventions publiques, on arrive à les réduire, voire les faire interdire, ça peut être une piste intéressante. Et après, les subventions privées, ben ça, c'est le travail que font déjà quasiment toutes les associations. Si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous le voyez, où on appelle les militants à téléphoner à la maison mère pour leur dire que leur petite antenne locale dans le sud de la France, elle a donné 1000 ou 2000 euros pour sacrifier les animaux. Donc ça, c'est le travail. Après, c'est pas le travail du législateur, on va dire, les subventions privées. Ça sera plus le travail des associations qu'elles font déjà depuis très longtemps. Il y a quelques années, sur les affiches de corrida, on avait des dizaines de sponsors. Aujourd'hui, il y en a encore quelques-unes, mais c'est de plus en plus dur. L'image de la tauromachie ne rapporte plus autant de bienfaits pour les entreprises. Et il y en a de plus en plus qui déjà, aujourd'hui, grâce au travail militant sur le terrain, ou par téléphone, par mail, enfin plein de systèmes, on fait reculer déjà pas mal de subventions privées. Oui, le travail qu'on fait localement, enfin, c'est quand même important. C'est vrai qu'on a des manifestations qui ne sont pas très importantes, hein. Tu l'as vu, on est 200 militants, c'est pas énorme, mais on a quand même un rôle au moins de sensibilisation et d'information du public. Nous, on fait beaucoup de petites actions mensuelles. On voit pas mal de touristes dans notre ville de Béziers, et on est affolé du nombre... Quand on se rend compte que les gens finalement ne savent pas qu'il y a des corridas à Béziers, ou ne savent pas qu'à la fin de la corrida on met à mort un taureau, ou ne savent pas exactement comment ça se passe, il y a énormément encore de gens qui ne savent pas. Donc on a un travail d'information, de sensibilisation, et pour reparler du lobby de la tauromachie, on est là aussi pour lutter contre cette propagande qu'ils font, et lutter contre la désinformation. C'est très important de lutter contre la désinformation qu'ils veulent nous faire croire. Et vraiment, j'insiste aussi, il y a ce travail localement et le travail au niveau national. C'est à vous aussi d'écrire à vos députés et de leur dire, voilà, c'est un problème de la France. Dans un pays comme la France, qui prend en compte qui prend au sérieux la condition animale, il faut absolument interdire une pratique qui inflige de la souffrance sans nécessité, puisque c'est un spectacle. Donc il n'y a aucune nécessité et voilà, et qu'il n'y aurait pas de conséquences économiques ou de soulèvement de la population, parce qu'une majorité de gens dans le Sud s'en fichent des corridas ou est opposée. Donc il faut vraiment lutter contre ces idées reçues, et si on veut affaiblir le lobby de la tauromachie, c'est vraiment contrer tout ce qu'ils essayent de nous faire croire et toute leur désinformation. Si tu veux ajouter quelque chose ou... Peut-être un petit point d'information juste sur l'une des explications de la puissance du lobby taurin, c'est en fait qu'ils sont en accointance avec le lobby de la chasse.
Et on l'a vachement vu là dans le combat à l'Assemblée, parce qu'en fait, les lobbies qui ont été agités, beaucoup, c'est tous les lobbies de la chasse. Avec un type comme Willy Schren, qui d'ailleurs était invité à Béziers. Willy Schren, le président des... Et qui était venu à la manifestation de Montpellier. Et pourquoi ils sont ensemble? C'est parce qu'en fait, l'un des discours que tient le milieu taurin pour essayer de se défendre, c'est de dire, vous savez, si jamais ils arrivent à avoir la corrida, eh ben, ils vont abolir la chasse bientôt. Alors, en toute objectivité, il y a une part qu'on peut comprendre dans l'argumentaire, qui est de dire, bah oui, c'est-à-dire que si la corrida est abolie, c'est vrai qu'il y aura... Moi, j'avais intitulé ma proposition de loi « Un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité ». C'est-à-dire que si jamais on arrive à abolir la corrida dans les villes qui se permettent encore d'en organiser, c'est vrai que ce sera, moi je trouve, un mouvement très important d'un point de vue psychologique pour notre pays et sur ce que ça dit de notre civilisation. Et ça voudra dire très clairement, il y a des choses qu'on ne tolère plus dans ce pays. Ça veut dire qu'on va vraiment commencer à s'attaquer aux actes de... C'est une question ? Oui, je crois que c'est lui qui dirige le débat. Mais comme il est tourné, il ne voit pas. Il y a faut que tu regardes. Et donc, effectivement, si on arrive à dire, il y a une frontière qui sera tracée en disant, voilà, tous les actes de cruauté qui ne sont pas indispensables, il faut vraiment les éliminer, etc. Et la chasse, je comprends qu'elle se sente dans le viseur, si j'ose dire, parce qu'évidemment, ça voudrait dire que oui, de fait, le combat pour les droits des animaux aura progressé et que, bien évidemment, ça touchera un jour aussi la chasse qui doit être... Alors, nous, à la Rêve, on dit qu'elle doit être abolie, la chasse. Hein. Nous, il n'y a pas de demi-mesure. On n'a aucune raison de chasser dans ce pays. Et la régulation, on veut bien en parler. On en parle. On en parle à part, et puis on en parle avec des professionnels. Pas avec monsieur et madame tout le monde qui peut prendre un fusil et aller flinguer comme il veut dans la nature. On discute. Mais bien sûr, ça aura peut-être un jour un impact sur la chasse. On l'espère. Et alors ? Donc, mais en tout cas, c'est vrai que du coup, les lobbies des chasseurs sont très puissants pour pousser. Donc en fait, quand on se retrouve à vouloir abolir la corrida, on a le lobby extrêmement puissant de la chasse contre nous également à l'Assemblée. Et c'est ce qui explique, à mon sens, parce que j'en ai pas la preuve absolue, la prise de position d'Emmanuel Macron 2 jours avant le vote dans l'hémicycle, qui dit non, la corrida ne sera pas abolie. Il oublie complètement le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'a absolument pas le droit de prendre position comme ça, comme il l'a fait. En tout cas, en annonçant en plus déjà un verdict, qui était le verdict des législateurs. Bref, donc voilà, vous avez compris ce lien aussi qui est une vraie résistance. Et qui joue sur les députés des départements non-taurins. Voilà, tu as fini ma pensée, effectivement, parce que ça influe les députés. Bah oui, parce que voilà, ils se disent, bah, si j'interdis la corrida, demain ça va être de la chasse. Or moi, dans mon département, il y a de la chasse, donc je vais surtout pas débloquer ce verrou-là. Donc effectivement, il y a un verrou à ce niveau-là aussi. C'est malheureusement, oui, c'est un problème aussi. Alors nous au CRAC, on s'est... Juste une petite anecdote. En parlant de verrou, donc nous, avec la proposition de loi d'Emery Caron pour l'abolition, on a commencé à s'imaginer l'avenir. Juste le CRAC, c'est le comité radicalement anti-corrida, et on s'est dit que si jamais la corrida est abolie, on serait le comité radicalement anti-chasse. Voilà, on garde le même logo, et au lieu d'avoir une épée cassée, on aura un fusil cassé, mais dans l'autre sens, pas plié. Voilà. Alors nous, on a un discours, parce que nous, on est proprement contre la corrida, enfin bon, après personnellement, évidemment, voilà. Mais on essaye, en même temps, si on veut avancer, on essaye aussi, nous, de notre côté, de rassurer parfois les députés en leur disant non, nous, on veut abolir que la corrida. Ce qui est vrai, enfin, je dirais, parce que à vouloir tout à... Non, mais ça va de soi qu'on est à partir du moment... surtout la chasse à courre et corrida, elles sont très liées. Il y a beaucoup de ressemblances entre les deux. Hein. Donc, c'est quasiment les mêmes arguments. Mais il y a ce côté un peu pernicieux. C'est vrai que les deux sont liés, mais voilà, on essaye, nous, de rassurer. La corrida, c'est un spectacle. C'est vraiment le summum de la cruauté. Commençons par la corrida, on verra la chasse après. Non, voilà, mais bon. Merci à tous les trois. Donc, juste pour information, on a avec 1 heure de conférence, donc on a quand même le temps de poser 1 à 2 questions en fonction du temps de réponse et du temps des questions. Mais dans tous les cas, après, les 3 intervenants et intervenantes sont encore là toute la journée, donc n'hésitez pas à aller les voir après coup. Mais du coup, il me semble que c'était toi qui avais posé la première, donc si tu peux parler bien fort et j'essaierai de répéter au micro après. Non, mais c'est bon, je parle assez fort normalement. C'est pour à la rigueur la sonore. Je pense qu'ils doivent entendre. Vous dites si vous n'entendez pas. Donc, légalement, en fait, la corrida, normalement, n'a pas lieu d'exister parce qu'elle n'est pas légale. En
en fait, normalement, c'est pas l'abolition de la corrida qu'il faudrait demander. C'est que les peines d'emprisonnement et les amendes soient bien effectives. C'est ça. Appliquées. Alors, non, que la loi soit appliquée. Non, si je peux me permettre, je vois ce que vous voulez dire, je vois votre raisonnement. Ça n'est pas qu'il y aurait une tolérance à l'égard de ceux qui n'appliquent pas la loi. Dans ce cas, effectivement, votre argument tiendrait, qui serait de dire, ah non, bah, appliquons. Non, c'est que les peines dont on a parlé tout à l'heure, 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende, ça concerne l'ensemble de la France, c'est ce que j'appelle la loi commune. Donc, en gros, en 51, ça a été écrit. En revanche, voilà, ceux qui ne sont pas concernés, en gros, par ces peines, les départements, les villes, les endroits où on peut démontrer cette fameuse tradition locale ininterrompue. Et donc, ils ne sont pas concernés. On ne peut pas porter plainte contre eux. En revanche, la loi peut jouer dans le cas, par exemple, de la commune de Pérols, dont on a parlé en début de réunion, puisqu'il y a eu un recours qui a été fait par plusieurs associations, d'ailleurs, par deux, pour dire, attendez, la ville de Pérols qui veut reprendre les corridas, mais du coup, c'est pas ininterrompu là-bas. Il n'y en avait pas. Il y en a peut-être eu il y a longtemps, mais là, il n'y en a plus. Il y a un petit trou, donc je voulais être voilà. sûr. Et j'avais un deuxième volet à ma question, c'est du coup, sur qui est-ce qu'on peut faire pression, c'est-à-dire est-ce que c'est les maires, les préfets, qui sont les plus, sur lesquels il faut faire le plus de pression? Peut-être pas les préfets, mais les maires, oui, par rapport aux subventions qu'ils peuvent donner et par rapport au soutien. Il faut savoir que dans les villes taurines, je prends le cas de Béziers parce que je connais bien, si Robert Ménard ne soutenait pas les corridas, la corrida aurait disparu à Béziers depuis bien longtemps. C'est parce que la corrida bénéficie d'un soutien inconditionnel, que ce soit financier, moral, sur les plateaux télé, etc. La publicité, récemment, il a fait une publicité, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est passée sur CNews. C'est la première fois. Mais ça, c'est lié aux attaques, aux menaces depuis un an. Une publicité pro-corrida. Voilà, donc oui, il faut faire pression sur les maires et sur les députés qui sont hésitants, qui ne savent pas trop, qui connaissent pas bien, qui disent « Oh, bon, moi, je veux pas trop m'en mêler, ça me regarde pas, c'est pas chez moi. » Il faut faire pression sur ceux-là, parce que le jour où on va avoir une proposition de loi, eh ben, il faudra qu'ils votent, ces gens-là. Et il faut donc, oui, il faut leur écrire, il faut faire pression sur eux en leur expliquant, mais si vous votez pour une loi en faveur de la fin des corridas, ben, vous votez dans le sens de ce qu'attendent les citoyens. Et dans le sens de l'évolution de la société, de notre civilisation, puisqu'on évolue dans le temps, dans la civilisation, en s'affranchissant de toutes les pratiques cruelles. Donc voilà. Et les rassurer aussi. C'est la corrida qu'on veut abolir, c'est pas la chasse ou autre. Là, on parle de corrida. Donc il faut faire pression sur tous les pouvoirs publics, en fait, et sur tous les décideurs politiques et les décideurs économiques aussi. Bonjour, ma question va tourner autour de l'idée de tradition. On est dans une époque où les mots ont un sens et vous soulignez tout à l'heure qu'on utilisait le mot spectacle pour les corridas et on entend même parler d'art. Et c'est vraiment la façon de dire l'inverse de ce que c'est en réalité, pour mettre des étiquettes sur des choses et nous faire croire, nous les faire passer pour ce qu'elles ne sont pas. En ce qui concerne la tradition, au moment de votre proposition de loi, on a vu passer beaucoup d'informations sur justement l'historique de la corrida en tant que tradition qui, de mémoire, ne datait que du 19e siècle. Et donc on a voulu nous faire passer cette tradition comme un argument confère la loi de 1951 que vous mentionniez tout à l'heure. La tradition, c'est aussi l'argument qui est utilisé pour d'autres choses comme la chasse à la glu. Et jamais on oppose à cette tradition ce qu'on devrait opposer, c'est-à-dire l'éthique. Il y a d'autres traditions qui concernent l'espèce humaine, comme l'excision, qui sont des traditions et pourtant que l'on remet en cause pour des raisons de souffrance ou d'éthique. Et donc je me demandais si si ce n'est pas sur en fait le terme de tradition qu'il faudrait chercher à argumenter, qu'il faudrait remettre en cause, parce qu'il nous est présenté comme une valeur positive à conserver pour cacher une réalité qui est complètement non éthique. Alors moi, à titre personnel, et je pense aussi chez beaucoup d'anti-corrida,
C'est pas un sujet qui nous intéresse. Les aficionados n'ont pas beaucoup d'arguments pour défendre leur truc, donc on leur laisse la tradition. Que ce soit une tradition ou pas une tradition, de toute façon, ce qu'ils font au taureau est inacceptable. Donc on n'est pas sur le combat des mots, on n'est pas en train de la discuter. Est-ce qu'on préfère le théâtre au cinéma, la plage à la montagne? Est-ce que c'est une tradition ou pas une tradition? En politique, peut-être. Bon, peut-être que je laisserai la parole après. Mais voilà, nous c'est pas un combat sur lequel on est. Que ce soit une tradition ou pas une tradition, ça change rien aux actes qui sont faits aux animaux dans les arènes. Donc, on se bat pas là-dessus. Mais peut-être après, d'un point de vue médiatique ou politique, peut-être qu'il peut y avoir un intérêt à débattre sur ce sujet. Mais en tout cas, nous militants sur le terrain, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est vrai que vous avez raison, en plus c'est tout le nœud du problème, puisqu'il y a une dérogation au motif de la tradition. Donc c'est certain qu'il s'appuie là-dessus. Mais évidemment, je n'ai pas à vous convaincre, c'est un argument qui est totalement irrecevable, cette tradition. C'est pas parce que quelque chose se fait depuis longtemps que c'est juste. Du moins, dans notre civilisation, ça ne devrait pas être un argument, surtout quand c'est une tradition de cruauté. Il faudrait l'arrêter le plus rapidement possible. Mais il est vrai que... on peut débattre là-dessus. En France, c'est 170 ans, donc c'est même pas vieux. Donc, quelle est la notion de tradition? En plus, c'est une tradition qui est importée d'Espagne, qui n'est pas née chez nous. Mais moi, j'ai envie de dire, même si elle était née chez nous, on la combattrait de la même façon. Donc, sur le terme, c'est pas une tradition, c'est une tradition qui est importée d'Espagne. Et c'est vrai que moi aussi, je ne vais pas trop sur ce terrain-là parce qu'en fait, ça fait le jeu du milieu taurin, en fait, qui essaye justement, comme il n'a pas d'argument pour contrer la souffrance, la cruauté, et il nous entraîne sur le coup, c'est une tradition, vous voulez interdire toutes les traditions, etc. Donc en fait, on nous entraîne sur un débat qui est, on s'éloigne de la souffrance animale qui est la véritable cause qui fait qu'il faut interdire la corrida. Donc moi aussi je rejoins un petit peu l'avis de Cyril de dire écoutez, si vous voulez que ce soit une tradition, ok, mais c'est une tradition cruelle, il faut en finir, point final, quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'on pourrait débattre sur cette tradition, ça n'en est même pas une, c'est une mode en réalité, c'est même pas une tradition, mais bon. Et c'est surtout une tradition, c'est-à-dire que ça a été importé en 1870, et pendant 100 ans, il faut savoir que la corrida était totalement illégale, c'est-à-dire que là, il y avait des peines partout. Elle s'est développée pendant 100 ans, la corrida, dans nos régions, en toute illégalité, pour le coup, en contrebande. Et donc maintenant, ils disent que c'est une tradition, mais pendant 100 ans, ils en ont fait une tradition, c'est quelque chose de fou, quoi. Ils en ont fait une tradition sur quelque chose, sur des faits, des pratiques qui étaient interdites, et il y avait des peines. Sauf que ces peines n'étaient pas assez lourdes pour les dissuader d'organiser des spectacles. Donc c'est comme ça que la corrida s'est développée, malgré les peines qui étaient pratiquées. Mais bon, qu'ils disent que c'est la tradition, peu importe, le débat c'est la souffrance animale, c'est le fait qu'on ne peut plus tolérer cela en 2023, qu'on ne peut plus faire un spectacle autour de l'agonie d'un animal, qu'on est des gens civilisés, évolués, et que ça n'est plus possible. Voilà. Et donc nous on les attend qu'ils s'expliquent sur le côté cruel, sur la cruauté, et qu'ils nous donnent des arguments là-dessus. Mais justement, ils n'en ont pas. Et donc comme ils n'en ont pas, ils partent sur la tradition, sur l'identité des territoires du Sud, sur l'art. Ils nous disent qu'on ne comprend rien, etc. Enfin, ils intellectualisent le tout, mais peu importe. Et puis souvent, ils disent, vous voyez de la cruauté, moi je vois ça. Mais nous, c'est pas nous qui la voyons, la cruauté, elle est réelle, c'est factuel ce qu'on dit. Alors que eux, ils vont le voir comme un art, mais en fait, ils vous disent, c'est subjectif ce qu'ils décrivent. Il faut s'en tenir aux faits. Et le fait, c'est un animal qui est transpercé de l'âme, qui est blessé volontairement, avec des blessures très profondes. On n'imagine même pas, quand on est dans une arène, on voit du sang qui coule, mais on n'imagine pas la profondeur des blessures en réalité. La pique, vous le verrez sur le stand qu'on a, ça peut paraître pas très important, mais en réalité, ça fait des plaies qui peuvent aller jusqu'à 30 cm. Et il n'y a pas que c'est pas que les muscles, les ligaments ou les tissus qui sont lésés. Il y a aussi des lésions vasculaires, osseuses, parfois pulmonaires. Donc il y a des blessures très 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 importantes et voilà, les vétérinaires le reconnaissent. Il y a de la littérature taurine. Moi j'ai des bouquins, c'est un bouquin qui est gros comme ça sur les blessures en corrida. Donc c'est le milieu taurin eux-mêmes qui décrivent ces blessures-là. Et donc voilà, il faut plutôt les amener dans un débat contre des aficionados. Il faut vraiment recentrer le débat sur la souffrance animale, sur la cruauté, parce que ça c'est inacceptable. Après le côté traditionnel,